Bon, Manchard, vous allez trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait encore? En fait, pas l'innocent, hein. Ça fait une semaine que je reçois dans ma boîte aux lettres ces espèces de prospectus bidons. Alors je sais pas comment vous avez eu mon adresse personnelle, hein, mais vous arrêtez ça tout de suite. Mais attendez, pourquoi je vous enverrai des pubs exactement? Mais parce que c'est encore une de vos manigances pour essayer de me faire parler de tout et n'importe quoi, sauf des tissutins du Pacifique en Normandie de 1748 à 1801. Je veux dire, regardez, ça crève les yeux. Ne partez pas sans elle, offrez-vous la Grèce et ses merveilles. Non puis attendez, c'est que la première, hein, j'en prends une autre. Emmenez vos enfants faire des balades hippiques à la ferme des Péloponais. Et la dernière, hein, la meilleure pour la fin, la révolution des batteries mobiles, 300 heures d'autonomie avec la thermopile. Bon alors voilà, vous me dites ce que vous voulez, moi après, j'ai mon petit avis, je pense que c'est pas signé 4 size, hein. Bah, au niveau des jeux de mots pourris, ça me ressemble bien. Mais à part si la nuit je me transforme en graphiste somnambule, j'ai pas pu faire ça, hein. Bah si c'est pas vous, c'est qui? Ah, c'est pas moi, hein. Mon PC est foutu de toute façon. Moi je sais même pas me servir de Paint alors. Ouais, alors je sais pas qui c'est, mais en tout cas, si je peux me permettre une petite réflexion personnelle, c'est clairement du boulot de pro, hein, ça se voit. Oui, alors ça fait pas suspect du tout, cette espèce d'autocongratulation à moitié dissimulée, là, monsieur? Duvaux, c'est monsieur Duvaux. Mais je disais ça comme ça, hein, sans arrière-pensée. Enfin, si vous voulez mon avis, bon, c'est l'œuvre d'une personne qui voulait visiblement vous inciter à faire un cours sur un sujet bien précis. Ah oui? Et vous diriez sur quel sujet exactement? Bah enfin, c'est évident. Sous ces jeux de mots habiles et de très bon goût, hein, se cache un processus de manipulation subtile visant à vous inciter à traiter des Spartiates. Ah, les Spartiates, oui. Ah non, j'avais pas du tout vu les choses comme ça, en fait. Maintenant que j'y pense, oui. Bah, c'est pourtant pas compliqué, enfin, les thermopiles. 300 heures d'autonomie. Ouf, j'ai pas de moi, c'est super bien trouvé. Dites quand même pas que j'ai chiadé tout ce boulot pour des prunes, c'est rageant, hein. Bon, ok, j'ai l'air d'un con. Bien joué. Tel est prix qu'il croyait prendre, hein. L'arroseur arrosé, je m'avoue vaincu. C'était moi. Manchard, vous voilà innocenté. Eh bah, quel twist. Du coup, monsieur, on fait un cours sur les Spartiates quand même, ou je bois de l'eau? Bon, ok, bravo, très malin. Non, mais me la portez pas non plus. C'est bon, je vous dis, on avait compris le message. Oh, vous vous donnez en spectacle, là. Allez, s'il vous plaît, pour récompenser l'effort au moins. Mais non, mais y a pas moyen, je veux dire, c'est pas un cours d'histoire antique ici. Puis de toute façon, c'est pas ma période, hein. Mais je suis sûr que vous avez le bagage nécessaire et des tas d'anecdotes bien croustillantes à nous balancer. Oui, non, peut-être, oui. Après, c'est pas la question, hein. Et puis sérieusement, il y en a plein des clichés sur les Spartiates. Tiens, par exemple, Manchard, je suis sûr que tu crois que c'était des brutes épaisses qui passaient leur temps à se castagner. Ouais, peut-être bien, ouais. Et Boulier, à tous les coups, t'es bien du genre à penser que c'était des fiers défenseurs de la liberté qui combattaient les vilains tyrans perses. J'aurais pas formulé exactement comme ça, évidemment, mais... Et mademoiselle Gauvin? Alors toi, t'essayes 2 secondes de parler à ma place et je te fous une bune à te faire débarouler les escaliers de l'amphi. Ouais, bon, enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. Bon allez, ok. J'accepte. C'est bien parce que vous avez pas tout à fait tort sur ces histoires d'a priori à propos des Spartiates. Yes. Mais j'accepte aussi parce qu'au fond, vous me faites un chouïa flipper quand même. Non, je recommencerai plus, promis. Alors, comme la grande majorité des cités grecques, les origines de Sparte sont fort mal connues. Une tradition mythique la lie aux Héraclides, une bande de mecs qui descendraient directement du héros Héraclès, qu'on connaît également sous le nom d'Hercule, le poulain de fil. En gros, les Héraclides, c'est des gars qui seraient venus du nord de la Grèce et se seraient appropriés les terres de Laconie. Ce qui colle plutôt bien avec les traces archéologiques qui démontrent effectivement que de nouveaux habitants sont arrivés autour du Xe siècle AVJC. Bon, de là à savoir s'ils étaient divins... Alors là, on a 4 villages qui émergent, Limnaï, Mésoa, Pitané et Kinozoura. Ces derniers fusionneront à la fin du 9e siècle AVJC pour donner la cité de Sparte. Ce procédé de fusion fondateur de cité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le synocisme. Dans le jargon des mecs qui veulent se la péter en soirée mondaine, quoi. Oui. À partir du milieu du 8e siècle AVJC, Sparte serait donc consolidée. Dans le but d'obtenir des territoires plus fertiles, elle s'engage dans plusieurs guerres afin de conquérir la Messénie, campagne dont la cité sortira renforcée avec un territoire vaste et riche. Là, elle se développe toujours plus loin, toujours plus fort, et entre en conflit avec des cités voisines comme celle d'Argos, et lance des entreprises de fondation de cités vers l'Orient méditerranéen. À l'aube du 5e siècle AVJC, c'est le début des guerres médiques qui voient s'opposer les Grecs aux Perses. Alors je vais pas m'attarder pendant 3 plombes sur l'Empire perse, sachez juste que c'est à ce moment-là une dynastie très puissante qui s'étend de l'Inde aux côtes de l'Asie mineure, avec une petite partie en Afrique.
et c'est sous le règne de Darius Ier qu'une campagne sera menée pour conquérir du territoire afin de s'étendre bien comme il faut. Alors que les Grecs, en majorité les Athéniens et les Platéens, parviennent à arrêter les premières grandes tentatives d'invasion des Perses à Marathon, les Spartiates, eux, sont aux abonnés absents. En effet, ces derniers étaient trop occupés à célébrer les Carneia, une grosse teuf de 9 jours en l'honneur d'Apollon. En gros, un événement super important pour eux qui fait que ça valait pas le déplacement. Lors de la Seconde Guerre médique, à l'été -481, les cités grecques se réunissent et cette fois, Sparte et Athènes font un effort pour s'entendre sur le sujet. Là, le commandement des troupes défensives est confié aux Spartiates, qui ont su rassembler autour d'eux une majorité des cités du Péloponnèse, parce que même s'ils sont pas venus la dernière fois, ils sont quand même pas réputés pour être les derniers des branlots. C'est à ce moment-là qu'a lieu la fameuse bataille des Thermopyles, événement symbolique majeur de la légende de Sparte, dont on parlera plus en détail tout à l'heure, les Thermopyles étant étroitement liés à la représentation des Spartiates dans la culture populaire. À la fin des guerres médiques, les Perses sont repoussés et Sparte y gagne un grand prestige. Alors ça veut pas dire pour autant que c'est la paix au Ponèse, puisqu'aussitôt l'ennemi commun bouté, que c'est la reprise des conflits internes. Athènes est une cité de l'âge. Ferme ta bouche à gland. Toi aussi. Se déclenche alors la longue guerre du Péloponnèse. Pour combattre les Athéniens, qui s'étaient lancés dans une petite entreprise de domination de la Grèce en voulant imposer leur autorité sur tout le territoire, les Spartiates feront des alliances, notamment avec d'autres cités grecques, mais aussi avec les Perses. Ah ouais, ils vont carrément s'allier avec les Perses, c'est chaud. Non mais en fait c'est pas si surprenant que ça mon char, vous savez les alliances, ça va, ça vient... En fait les Perses étaient inquiets de la progression d'Athènes en Orient et ont perçu dans les Spartiates une bonne occasion de faire contrepoids. Ainsi Athènes sera vaincue en 404 et son empire est donc dissous. Alors là les Spartiates ils se sentent plus et ils tentent carrément de conquérir des territoires perses afin de pousser leur avantage en Asie. Les alliances, ça va, ça vient. L'hégémonie des Spartiates est atteinte autour de 396 AVJC, après 2 campagnes victorieuses en Asie mineure. Cependant, les autres cités grecques, parmi lesquelles Thèbes, Corinthe, Argos et bien évidemment Athènes, n'entendent pas se laisser dominer par Sparte. C'est finalement la bataille de Leuctre, en 371 AVJC, qui va marquer la débâcle de Sparte, qui se repliera sur le Péloponnèse, la queue entre les jambes. Plus tard, en 146 en négatif, ce sera au tour de l'Empire romain d'absorber la cité spartiate. Elle conserve néanmoins un certain prestige auprès de Rome, du fait de ses gloires passées composées de jours fastes et furieux. À partir de là, plus grand chose de notable à prendre en compte, à part qu'en 396, elle sera prise épiée par les Visigoths, ces derniers s'en prenant à l'Empire romain et par corollaire à Sparte, qui sera en grande partie détruite. Et si aujourd'hui, il y a bien une ville en Grèce qui se nomme Sparte et que vous pouvez aller visiter au sud des ruines de l'antique cité, faut savoir qu'il s'agit en fait d'une construction moderne fondée au 19e siècle et qui porte ce nom prestigieux en hommage. En bref, s'il y a un truc qui survivra bien, c'est l'aura quasi légendaire des Spartiates, qui perdurera durant des millénaires, inspirant moultes œuvres, aboutissant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, leur représentation au cinéma. Bah de toute façon, monsieur, ça devrait pas traînailler des masses au niveau de la papote, parce que des films d'alors qui sont centrés sur nos pélos, il y en a pas cher. J'ai tellement toujours autant de mal à vous comprendre du premier coup, mademoiselle Gauvin, c'est... Ce que je m'efforçais de dire, monsieur le professeur, c'est qu'il existe finalement fort peu d'œuvres cinématographiques focalisées sur notre sujet du jour, ce qui, par corollaire, devrait écourter de façon drastique la durée de votre divagation. Oui, alors vous n'êtes pas obligé de faire la maligne non plus, je suis sûr que vous pouvez trouver un juste milieu, non? Oh mais vous me faites suer à la fin. Reprenez-moi encore une fois comme ça, je vous balance ma grolle à la tronche, ça vous fera votre journée. Ah, sacré mademoiselle Gauvin, quel caractère! Non mais qu'est-ce que t'as à me chaber, toi? Allez tiens, prends-toi ça. Aïe, pas la chaussure, je suis féministe! Bref, comme le disait mademoiselle Gauvin, des films qui se concentrent sur les Spartiates, à l'heure actuelle, il y en a guère que 2. Le premier, La bataille des Thermopyles de Rudolf Maté, sorti en 1962, et son remake spirituel sur fond vert, sobrement intitulé 300, réalisé par Zack Snyder en 2007. Alors même si ce dernier a eu droit à une suite directe intitulée 300, la naissance d'un empire, on en parlera finalement très peu, dans le sens où les personnages principaux ne sont pas des Spartiates, mais des Athéniens. Donc, ça compte pas. Quant au long métrage parodique Spartatouille, surfant sur la vague du succès de son modèle, comment dire... Ça compte pas. Alors des films qui abordent le nom de Sparte, il y en a bien d'autres, notamment des films italiens des années 60, cependant ce sont des films qui se focalisent davantage sur l'image du gladiateur plutôt que sur la culture de Sparte. Ah oui, comme Spartacus en fait. Il vient de Sparte, mais c'est sa force en tant que gladiateur et sa bravoure lors du soulèvement des esclaves qui est le plus important dans l'histoire. Oui, sauf que Spartacus, il est pas du tout spartiate. Il s'appelle Spartacus, pourtant, alors je me disais... Bah oui, mais c'est comme vous vous appelez Boulier. Bah vous venez pas forcément de Bouliac en Gironde. Mais si, justement. Comment vous savez ça?
En bref, on constate que les Spartiates sont finalement pas si présents au cinéma, cependant, le succès fulgurant du film de 2007 a largement suffi à remettre l'épisode au goût du jour, ça et les mêmes sur internet, évidemment. Alors, en route mauvaise troupe, on va revenir plus en détail sur vos préjugés personnels concernant les guerriers spartiates. Du moins, ça aurait été les vôtres si une certaine personne ici présente ne les avait pas émis à votre place. C'est de toi qu'on parle, monsieur Duvaux. Une société de bourrins bourrus. Alors je pense que vous avez toutes et tous déjà entendu le mot spartiate employé dans une expression évoquant la rigidité, la dureté, comme par exemple les sièges en bois de la salle du cours H264 sont d'un confort à la spartiate. Je confirme. En matière d'austérité, vous vous dites très certainement que nos poteaux, c'était les piliers du genre. D'autant plus si vous avez déjà regardé la version de Zack Snyder, où ça va tellement loin dans le délire de testostérone bien burné qu'on serait pas plus choqué que ça de voir des spartiates ingurgiter des cailloux pour se forger des abdos en béton, ou encore se fouetter avec des orties pour se donner de la vigueur en attendant la prochaine distribution de marrons. Si 300 est aussi sanglant, c'est avant tout parce que Snyder s'est calqué sur l'esthétique ultra-violente du comics de l'auteur américain Frank Miller, dont le film n'est autre que l'adaptation littérale et plus si affinité. Miller, de son côté, a créé son roman graphique en hommage direct au film de 1962 qui avait marqué son enfance, long métrage lui-même évidemment basé sur les différents fantasmes façonnés durant des siècles sur nos fameux éphèbes aux tablettes de chocolat. En fait, il faut savoir que nos connaissances sur ce sujet laconique sont plus que lacunaires. Déjà, d'un point de vue épigraphique, les Spartiates nous ont pas laissé grand chose à nous mettre sous la dent, à part des cailloux, justement. Ensuite, je précise que beaucoup d'éléments sont encore sujets à discussion, du fait que les sources dont on dispose nous proviennent essentiellement de gens extérieurs à Sparte, et en particulier des Athéniens. Mais le plus important, c'est que toutes ces informations sont données par des auteurs postérieurs à l'époque abordée. À l'instar d'Hérodote, grand écrivain et prosateur grec, qui est un des plus grands diffuseurs d'infos sur le sujet, alors que ses récits sur les guerres médiques furent rédigés près d'un demi-siècle après les faits. Ainsi, en fonction de la subjectivité des différents auteurs, les propos à l'encontre de nos guerriers laconiques peuvent varier sensiblement de l'éloge dithyrambique pour les plus admiratifs au plus profond des mépris pour les autres. Par exemple, soit ils étaient considérés comme un modèle d'excellence militaire à suivre, soit on s'attardait sur leur image de rustres mal dégrossis qui privilégiaient la force physique au détriment de la culture. Les Spartiates. Et pourtant, il faut savoir que des arts comme le chant et la danse, entre autres, constituent les fondements même de la société spartiate. La cité était même la patrie par excellence du chant choral, auquel les Spartiates et leurs enfants consacraient une bonne partie de leur temps. Vois sur ton chemin, gamins oubliés égarés. En l'occurrence, les gymnopédies, une fête parmi les plus importantes de Sparte, étaient grandement consacrées aux démonstrations de danse et de chant. Bon après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils passaient pas non plus leur temps à se trémousser, Il en reste que la discipline très réglée des Spartiates était indéniablement un aspect fondamental de leur société, de même que la renommée édifiante de leur armée. Ces rapports sont particulièrement incarnés dans une de leurs institutions, appelée l'agogée. L'agogée ? C'est franc-comtois ça, non ? Non. L'agogée, c'est la formation des jeunes Spartiates de l'enfance à l'adolescence. C'est le rite initiatique qui constitue l'introduction du film 300, où l'on suit le parcours du jeune Léonidas à travers les différentes épreuves qu'il endure. Alors il s'agit d'une formation collective, à laquelle chaque citoyen doit se soumettre, qui se déroule par paliers de classe d'âge à partir de 7 ans, et sous la surveillance permanente des aînés. Autour de 12 ans, les jeunes garçons apprennent l'art du combat et la discipline par les exercices. Alors les conditions sont sévères, ils sont coupés de leur famille, reçoivent de maigres rations de nourriture, et sans être forcément tout à fait à poil, ces jeunes imberbes étaient contraints de ne porter qu'un minimum de vêtements. Et les filles de Sparte, elles enfilaient des perles? Non, il semblerait qu'elles aussi avaient droit à un entraînement physique, mais dans des conditions un peu différentes. Genre moins rude parce que c'était des pauvres petites pitchounes, c'est ça? Après, oui, il faut dire, elles étaient pas destinées à partir à la guerre, Ah mais me regardez pas comme ça, c'est bon, je me sens visé, là. C'est bon, je suis pas un Spartiate, Bref, on remarque que dans le film de Snyder, l'expérience de l'agogée sert principalement à démontrer que les futurs soldats de Sparte sont en phase de devenir des cums de compète. Cependant, faudrait pas prendre cette formation comme exemple littéral des valeurs de la culture spartiate, en y collant des interprétations beaucoup trop contemporaines. En fait, cette période de la vie des jeunes hommes est surtout conçue comme un passage de l'enfance à l'âge adulte. Le concept un petit peu particulier, c'est en fait de les pousser à avoir tous les comportements proscrits chez les citoyens accomplis.
afin d'apprendre à résister à leur côté sauvage. C'est la raison pour laquelle ils sont très peu nourris, de sorte que ça les incite au vol de nourriture. Alors bien sûr, s'ils sont pris en flagrant délit, ils sont punis très sévèrement afin de leur faire comprendre qu'il s'agit d'un sacrilège. Et de même, s'ils sont poussés à se battre individuellement, c'est dans le but avant tout de leur faire prendre conscience de l'importance du collectif. C'est ce qu'on appelle des rites d'inversion. En résumé, il s'agit de mettre en avant le contrôle de soi, l'ascèse comme on dit, même si bien sûr, encore une fois, faut pas déconner, la valeur au combat et la résistance physique sont mis à l'épreuve, bien évidemment. Nous n'avons aucune raison de ne pas être courtois. En bref, pas uniquement des brutes épaisses belliqueuses, mais pas des poètes pacifistes non plus, vous avez compris l'idée. Des égaux défenseurs de la liberté. En effet, on a plutôt tendance à nous montrer des Spartiates tous égaux, tous poteaux, limite sans question de riches ou de pauvres. Après tout, à Sparte, tout le monde a l'air de vivre à Walpé. Une bien belle image, mais qui met tout à fait à l'écart un pan de la société dont l'isonomie ne saurait cacher la présence de hiérarchie. Alors certes, le régime spartiate suppose bel et bien une égalité de droits des citoyens sans regard pour leur fortune. Seulement, à Sparte, tout le monde n'a pas la chance d'être citoyen. En fait, il existe plusieurs catégories de population dont certaines sont tout simplement considérées comme des dominés. Alors tout d'abord, nous avons les Zélotes, des habitants de la cité de Sparte qui ne sont tout simplement pas libres et n'ont aucun pouvoir politique. Alors ils peuvent servir notamment de paysans destinés à travailler sur les terres des citoyens spartiates, mais aussi pour travailler dans la maisonnée, voire même accompagner leur maître lors des campagnes militaires. Ouais, c'est des esclaves quoi. Alors non, un esclave ça ne possède rien, c'est une marchandise. Les Zélotes, eux, ils peuvent profiter d'une partie du fruit de leur labeur. Un peu comme les serfs au Moyen-Âge, finalement. C'est-à-dire qu'ils sont rattachés à une terre qui appartient, alors non pas à un seigneur, mais à l'État. C'est plus clair comme ça ? Ouais, à part au moment où il y a eu un cerf qui se baladait dans votre phrase, en fait. On fera le Moyen-Âge une autre fois. Bon, ensuite, dans la catégorie des sous-citoyens, on a les périèques, des habitants qui vivent dans des cités en périphérie de Sparte. Alors bien qu'ils aient leurs propres institutions politiques et leurs propres activités économiques libres, ils sont dépendants de Sparte pour tout ce qui concerne la politique extérieure, et ils sont notamment contraints de se joindre à l'armée spartiate lors des conflits. Et d'ailleurs, les périèques, c'est surtout bien pratique en cas d'attaque du territoire, pour faire zone tampon et prendre les premières raclées des troupes ennemies. Bon alors attendez, ils habitent sur le territoire, et ils contribuent à la vie de Sparte. Mais on peut pas les considérer comme des Spartiates. En fait, être spartiate, c'est pas simplement une désignation géographique, c'est aussi un statut civil. On parle bien des citoyens de Sparte. Et quand je dis citoyen, c'est évidemment pas la définition contemporaine. Parmi les différents critères, il faut être descendant de citoyen, participer à la vie de la cité, et avoir suivi l'éducation obligatoire. En fait, les citoyens représentent le gratin de la société spartiate. Ils dominent la cité et constituent une véritable aristocratie militaire. Pour terminer, je précise qu'entre les citoyens eux-mêmes, il y a aussi des formes d'inégalité. En effet, si la fortune n'entre théoriquement pas en jeu dans ces lois qui spécifient bien qu'on est tous égaux, il faut savoir qu'il existe des activités payantes qui sont obligatoires, comme par exemple l'organisation de grands banquets communs, auxquels les citoyens sont tenus de participer financièrement, sans quoi ils perdraient leur statut de privilégié. En conclusion, à Sparte, on est tous égaux tant qu'on est citoyen et qu'on paie pour le rester. Le glorieux sacrifice des Thermopyles. Parce que s'il y a un événement qui a foncièrement contribué à la renommée des Spartiates mondialement, c'est bien la bataille des Thermopyles. Mais c'est qui en fait ces Thermopyles dont vous parlez depuis tout à l'heure? C'est qui? Mais c'est pas des gens les Thermopyles, c'est le lieu où ils se sont battus. D'accord, ouais, mais forcément je pouvais pas savoir aussi, je parle pas grec. Moi j'ai fait allemand deuxième langue, Bref, je disais, les deux films qui se focalisent véritablement sur les Spartiates sont en fait exclusivement centrés sur la bataille des Thermopyles, événement durant lequel on nous raconte à chaque fois que 300 guerriers menés par le charismatique roi Léonidas ont fièrement combattu pendant 3 jours une armée de plus de 1000 millions de 1000 milliards de Perses enragés, d'olifants du Seigneur des Anneaux et de zombies mutants. Enfin ça c'est ce qu'on retient en sortant du film de Zack Snyder. Évidemment, ce divertissement sous amphétamine assume pleinement ses excès et n'hésite pas, afin de charmer le spectateur avide d'action, à lui faire du plat en foutant bien les pieds dedans. Cependant, malgré le parti pris de l'exubérance volontaire à base de monstres cauchemardesques, de semi-dieux ribauds et d'effluves sanguinolentes outrancières, tout ça sans oublier la présence impromptue d'un homme-chèvre, malgré tout ça, donc, plane au-dessus du film une certaine volonté de coller à la chronologie originelle de la Seconde Guerre médique.
Pour résumer brièvement la situation de l'épisode, il faut savoir qu'en 480 AVJC, le roi Xerxès déferle sur la Grèce avec son armée, afin de venger l'échec de la précédente tentative d'invasion menée par son daron Darius. Comme les Perses ne cessent de progresser sur le territoire, les Grecs cherchent un nouveau point d'arrêt stratégique où ils pourraient bloquer efficacement l'avancée ennemie. Ils choisissent donc le défilé des Thermopyles, un passage entre montagne et mer permettant à qui vient du nord d'accéder à la Locride, la Béotie et à l'Attique. L'idée étant de compenser l'avantage du nombre de l'ennemi en le forçant à se battre sur un terrain étroit. Pour cet affrontement, le commandement en chef de l'armée de terre est attribué à Léonidas, roi de Sparte et fier de l'être. C'est cela, Sparte! C'est cela, oui. Après 2 jours de combat où les Spartiates tiennent bon, ces derniers sont finalement trahis par un mec du nom d'Éphialtès qui balance à Xerxès un bon vieux contournement de derrière les fagots qui lui permettra de prendre les Grecs à revers. Prévenu à temps, Léonidas renvoie une partie de ses hommes et résiste tant bien que mal aux assaillants avec 300 de ses compatriotes, ce jusqu'à ce que la mort les sépare en 1000 morceaux. Bon, bah, à part l'homme chef qui joue du banjo là, ça a l'air plutôt fidèle cette histoire. Ouais, ça va. Effectivement, outre les distanciations les plus flagrantes avec la réalité, que je listerai pas parce que ça me paraît assez facile à distinguer, du moins je l'espère, le film respecte finalement bien plus d'éléments historiques qu'il ne le laisse présager. Alors après faut pas déconner, ça reste un effarant délire d'heroic fantasy, certes basé sur des faits réels, mais qui a aucun moment dans la prétention d'être réaliste. Ce qui ne m'empêchera pas de lui chercher des poux dans la tête, bien évidemment. Alors pour commencer, il me paraît nécessaire de revenir sur l'élément principal qui donnera son titre à l'œuvre, à savoir l'écart numérique phénoménal entre les 300 Spartiates d'un côté et de l'autre le générateur infini de Perses manufacturés sur fond d'incrustation. Sauf que les Spartiates, je vous le donne en 1000, ils étaient pas 300. En fait, les 300 feraient certes référence à un corps d'élite, mais au départ de la bataille, il y aurait eu de 6 à 7000 hommes provenant de différentes cités sous le commandement de Léonidas. Ce à quoi on n'oubliera pas d'additionner nos fameux Zilotes et autres Périèques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont eux aussi bien gonflé les rangs sans qu'il en soit jamais fait mention dans les films. Alors la version avec Gerard Butler fait tout de même l'effort de nous montrer que les 300 sont très vite rejoints par un groupe de quelques centaines de Grecs venus en renfort, qu'on identifie comme étant principalement des Arcadiens menés par Daxos, le mec qui veut jamais se calmer. Nous sommes perdus. Daxos, calme-toi. Nous sommes perdus. Calme-toi, Daxos. Alors on pense tout du long qu'il s'agit uniquement de mecs venus d'Arcadie, mais il est très subtilement suggéré à travers une réplique discrète que des Phocéens surveillaient bien le sentier caché des Thermopyles. Ils ont mis les Phocéens en déroute sans même se battre. Ainsi que la présence de Thespiens, comme l'induit si succinctement un échange entre 2 Spartiates qu'il suffit de cligner de l'oreille pour le louper. J'étais peut-être trop loin devant. Pour que tu me vois. Plutôt loin derrière, montrant ton dos, Thespien. Et comme si leur rôle pouvait pas être encore plus amoindri, ces derniers se barrent le dernier jour par pure couardise, laissant cette fois uniquement ceux qui restent des 300 pour affronter la dernière vague de Xerxès. La bataille est finie, Léonidas. La bataille sera finie lorsque je le dirai, c'est compris, Daxos? Au matin, les immortels nous encercleront. Les Thermopyles vont tomber. Alors que comme je l'ai précisé, ce serait bien Léonidas lui-même qui aurait ordonné le renvoi d'une grande partie de ses troupes. D'ailleurs, malgré tous ces départs, il serait resté encore un bon millier d'hommes sur place. Faut aussi savoir qu'à l'origine, des renforts étaient prévus, et devaient rejoindre le contingent spartiate déjà présent aux portes chaudes, mais qu'encore une fois, le délai fut causé par la célébration des Carneia. Donc les 300 Spartiates seuls contre le reste du monde... mon cul. En fait, j'ajouterais surtout que les Thermopyles, on en a fait un symbole après coup. Certes, c'est une bataille importante des guerres médiques, mais c'est loin d'être la plus décisive. Après tout, ça n'en restait pas moins une défaite. C'était un coup dur pour les Grecs, qui devaient ensuite miser sur leur flotte pour pouvoir vraiment arrêter les Perses. Mais très vite, et ce dès l'Antiquité, cette bataille va constamment être utilisée comme propagande. Les Spartiates ont été massacrés. Les portes chaudes sont tombées. Maintenant, la Grèce a ses martyrs. En effet, à partir de 404 AVJC, durant les conflits internes des guerres du Péloponnèse que j'ai évoqué tout à l'heure, les Athéniens justifieront leur défaite contre les Spartiates en pointant du doigt l'épisode des Thermopyles, comme preuve irréfutable de la supériorité militaire de ces derniers, du fait qu'ils ont quand même réussi à tenir tête à l'armée perse pendant 3 jours, alors qu'ils étaient en sous-nombre. Durant les siècles suivants, le récit n'aura de cesse d'être réutilisé à toutes les sauces, en variant le propos selon les objectifs de chacun. Par exemple, pendant la Révolution française, les Thermopyles furent associés au combat du peuple contre ses oppresseurs. Et puis évidemment, vous vous en doutez déjà, mais l'histoire a été récupérée par les nazis. Je me disais bien que c'était un truc d'arien ça. Déjà que l'intro du film de Snyder, ça commence sur la sélection des bébés les plus forts, et que tous ceux qui sont moches et faibles, on les jette dans un ravin... Oui, mais en fait ça c'était pas du tout spécifique aux Spartiates.
Le choix de vie ou de mort de leur progéniture, c'est ce qu'on appelle l'exposition des nouveau-nés, et c'était pratiqué dans toutes les cités grecques, et même par d'autres peuples. Non, en fait, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est plutôt la figure du soldat ultime, l'implacable discipline ou encore la domination des autres catégories de la population, qui sont des éléments foncièrement rattachés aux Spartiates et qui collent parfaitement aux aspirations fascistes. Ces derniers ayant interprété la lutte acharnée de Sparte pour protéger la cité des étrangers comme la preuve historique qu'une nation puissante devait rester pure. De même que la soumission des ilotes, ça justifiait la viabilité de la séparation de la population en classes de dominants et de dominés. Voilà, en résumé, la bataille des Thermopyles, ça reste avant tout un symbole qu'on n'hésite pas à récupérer, bien sûr, pour lui faire dire ce qu'on veut, comme par exemple, à tout hasard, de la propagande américaine. Les États-Unis hellénistiques. En fait, tout simplement, ce qui transpire abondamment de nos deux adaptations musquées du jour, c'est cette volonté de faire un parallélisme constant entre la démocratie américaine et celle de la Grèce antique. En effet, le rapport entre Sparte et la démocratie américaine s'est fait à un niveau politique depuis un moment. Pour vous donner un exemple spécifique mais concret, il faut savoir que lors de la grande rénovation de la Chambre des représentants des États-Unis, parmi les 23 figures historiques sélectionnées pour représenter les principes qui ont inspiré la démocratie américaine, on retrouve un certain Lycurgue, qui était le législateur mythique de Sparte. Concernant le film de 1962, faut savoir qu'on est en pleine période où les classiques d'Hollywood sont utilisés comme outil de propagande. Le contexte politique est celui de la guerre froide, et l'épisode des Thermopyles sert à mettre en avant la lutte pour la liberté d'un territoire démocrate contre un tyran venu de l'Est. Une projection contemporaine tout à fait anachronique avec l'époque antique. En effet, les Grecs se considéraient pas du tout comme un ensemble politique et territorial. Durant l'Antiquité, c'est la cité qui est l'entité de base de leur organisation. Donc, les élans patriotiques des États-Unis de la Grèce antique, c'est niette. D'ailleurs, fun fact, dans le film de 1962, il existait à l'origine une scène d'introduction où l'on présentait la cité de Sparte et ses spécificités. Cependant, elle a été coupée avant la commercialisation du long métrage. Déjà, afin d'accentuer le côté « ouais, on est tous des Grecs libres et unis !» et aussi surtout pour éviter de montrer des scènes de vie en commun entre Spartiates, de crainte que le public américain puisse y voir la moindre allusion aux communistes justement. Oui, c'est une très bonne analogie, effectivement. Ah oui, et autre fun fact, pour faire une référence au film Alamo avec John Wayne, sorti 2 ans plus tôt, le film de 1962 invente de toutes pièces une incursion nocturne des Spartiates dans le camp des Perses dès le premier soir pour les prendre par surprise. Oui, effectivement, c'est... Une seconde, monsieur, je termine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fort Alamo, c'est la résistance des gentils Texans d'Amérique contre l'assaut des méchants Mexicains qui voulaient envahir leur état à la fin du 19e siècle. C'est un symbole historique de la combativité des Américains, particulièrement au cinéma qui compte de très nombreuses adaptations. En bref, le genre de fresque bien michto pour exalter le patriotisme. Ok, donc en fait vous êtes simplement un de ces fanatiques de l'anecdote et vous cherchez un bête moyen de briller en société, quoi. Ouais, ce qui fait qu'on n'est pas si différents, vous et moi. Oui, au lieu de squatter mes cours comme un sagouin, vous feriez mieux d'étudier, d'écouter mes petites historiettes à moi, et puis qui sait, peut-être qu'un jour vous serez à cette même place et vous partagerez votre savoir. Ouais, ou sinon tu fais une chaîne YouTube, c'est moins chiant. Bref, pour revenir à l'américanisation des Spartiates, concernant le film de Snyder et a fortiori le comics de Frank Miller, ces deux œuvres sont à lire dans un contexte post-11 septembre. Sauf que le comics, lui, il est sorti en 1998, monsieur. Oui, post-guerre du Golfe alors. En gros, l'ennemi de l'Ouest, c'est plus cette fois la société communiste, mais l'Iran, présenté comme descendant direct de l'Empire perse. Ainsi, alors que la rigueur et la dureté dans le domaine militaire des Spartiates avaient été quelque peu éludées par le film de 1962, certainement parce qu'on était encore trop proche de la Seconde Guerre mondiale et que ça aurait trop évoqué la formation des jeunesses hitlériennes, ici, dans une Amérique de 2007 qui a été attaquée sur son territoire lors de violents attentats meurtriers, la rigueur de la formation de l'armée est au contraire exacerbée et complètement magnifiée. L'entraînement intense des soldats de Sparte est dépeint comme étant le meilleur moyen de défense de la démocratie. En résumé, d'un conflit économico-politique de rivalité entre deux grandes puissances maritimes pour l'époque antique, on est passé chez Snyder à un véritable affrontement de civilisation. Pense à ce beau pays que vous défendez avec tant de vigueur. Imagine-le, réduit en cendres sur mes ordres. Le monde saura que des hommes libres se sont battus contre un tyran. Cours dire à ton Xerxès qu'il a affaire à des hommes libres ici. De Grecs libres à Grecs libres. Nous sommes libres. 30 000 Grecs libres. Nous sauvons le monde du mysticisme et de la tyrannie et lui offrons un avenir plus radieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Aouh!
Alors que la relation entre la Grèce et la Perse, c'était loin d'être une simple opposition binaire, c'était évidemment très compliqué. Par exemple, sachez que certaines cités grecques, comme Argos ou Corcyre, ont été plutôt favorables aux Perses, par intérêt diplomatique. Et puis encore une fois, laissez-moi vous rappeler que les Spartiates eux-mêmes s'allièrent avec les Perses juste après, pour aller foutre des grosses mandales à leurs rivaux d'Athènes. Thémistocle, tu es venu te polir le phallus en regardant de vrais hommes s'entraîner? Pour conclure, afin d'illustrer ce procédé de réappropriation de l'histoire à des fins de propagande, je terminerai par une citation de Roger Beck, consultant historique de Rodolphe Maté à propos du film de 1962. Une croyance populaire existe dans notre société que Sparte fut le berceau de nombreuses vertus. Je pense qu'il est préférable pour le film de mettre l'accent sur cette croyance. Cela ne peut pas être fait de façon honnête et pertinente en décrivant les conditions prévalentes à l'époque où se déroule le film, car de trop nombreux éléments seraient choquants pour le spectateur d'aujourd'hui. Si Sparte et ses citoyens ont bien joué un rôle important durant l'Antiquité, connaissant même une période de domination sur les autres cités, sa présence dans l'esprit collectif est surtout liée à une image façonnée depuis plus de 2 millénaires, favorisant des aspects précis de sa société et de son histoire au détriment d'une vue d'ensemble. Si le film de Snyder est avant tout une adaptation d'un roman graphique qui cherche aucunement à correspondre à une réalité historique, sous prétexte que c'est juste une épopée fantastique manichéenne qui n'a pas d'autre prétention que d'être cool, il n'empêche que la référence à l'histoire, elle est là. En effet, même si le réalisateur se dégage de toute responsabilité quant aux propos fascistes véhiculés par son œuvre, il reste que Léonidas, c'est le gentil caucasien qui va botter des culs un peu trop bronzés. Cependant, tous les réalisateurs américains qui ont exploité l'image des Spartiates l'ont pas fait systématiquement au travers d'une lecture réactionnaire. Entre autres, le film Go Tell the Spartans faisant partie du mouvement anti-guerre très présent dans les années 70. En effet, le scénario met en parallèle le sacrifice des guerriers des Thermopyles avec celui d'un groupe de militaires américains envoyés au casse-pipe pendant la guerre du Vietnam. Ici, la mort des soldats est dépeinte comme tout à fait inutile, des vies humaines se retrouvant éliminées au nom d'un orgueil impérialiste. Le film est donc une relecture beaucoup moins glorieuse de la fameuse inscription au sommet des portes chaudes, gravée en hommage au combat des Spartiates, sur laquelle on peut lire « Passant, va dire à Sparte que nous gisons ici pour obéir à ses lois ». Alors, monsieur Duvaux, heureux? Oh mais je vous retourne la question, avouez que c'est quand même aussi un peu parce que ça vous plaît que vous vous permettez autant de digressions dans vos cours. Au fond, vous ne voulez que mon bien, c'est ça? Exactement, je suis en quelque sorte le petit lutin magique qui met son grain de sel dans la vie des gens pour les rendre heureux, en les encourageant à faire ce qu'ils aiment. En me spammant de propagande visant à influencer mes choix à mon insu. Bah ouais, à mon adresse privée, qui plus est. Ouais, mais autant se faire que peu, non? Non, je vous le dis, ça va pour cette fois, mais recommencer... J'appelle les flics. Mais c'est pas juste. Manchard il vous fait le coup tout le temps et il est jamais réprimandé lui. Non mais tu passeras me voir en sortant. J'ai un ou deux petits trucs à t'apprendre sur la bonne manière d'influencer les gens. T'es trop direct. Faut laisser l'animal venir à toi, sinon tu finiras toujours par l'effrayer. Oui, alors je vais faire comme si j'avais rien entendu. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours qui, je l'espère, se déroulera sans anicroche. Faites pas l'innocent, hein. Ça fait une semaine que je reçois tous ces... Alors ça fait pas suspect du tout cette espèce de réflexion d'ococaquitalation inspirant moultes œuvres et qui nous... En bref, on constate que les Spartiates sont pas si présents que ça au cinéma. Toutefois, c'est le qui fusionneront à la fin du 9e siècle. Les Perses se sont repoussés et les Perses se sont repoussés et Spartiates... À la fin des guerres médiques, les Perses se sont repoussés et les Spartiates en gagnent. En bref, pas uniquement des brutes épaisses belliqueuses. En bref, pas uniquement des brettes épuces. Les Cap Rouges débarquent. Rappelez Washington et Lafayette. J'adore Dior. Le parfum de Christian Dior. Spartiate! Quel est votre métier?